En attendant, la campagne électorale se déroule avec beaucoup de tensions qui parfois même dégénèrent. Allusion à cette manifestation de vendredi dernier durant laquelle des grenades ont atteint la Zaouïa et l'Haj Malick Sy de Dakar. Que vous inspire la situation de façon générale? Je vous remercie, Omar. Je voudrais donc saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je pense que la situation, comme vous venez de le dire, est une situation inquiétante. La montée de la violence au Sénégal, au moment où nous devons aller à des élections présidentielles pour donner la possibilité à chaque citoyen de s'exprimer librement, ces manifestations, avec tout ce que nous avons constaté à travers les médias, nous inquiètent. La violence a atteint aujourd'hui des niveaux inquiétants et nous sommes désolés de constater cela pour le Sénégal qui a quand même été une référence en matière de démocratie en Afrique. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité nationale, mais nous avons également des responsabilités internationales au niveau syndical. Oui. Nous intervenons souvent dans des pays où nous vivons ces genres de situations. Et le Sénégal, quand même, a été une référence. Et je voudrais dire ici, d'une manière ferme et solennelle, en tant que représentant d'une organisation syndicale, que nous condamnons très fermement ces violences, d'où qu'elles viennent. Je pense que ce qui est ressorti ces derniers jours ne s'explique pas. J'ai vu également des images hier que d'une manière ouverte, d'une manière très proche, que des tirs de lacrymogène soient effectués à une proximité vraiment qui ne s'expliquait pas. Alors, nous avons vu l'exemple de la Zaouïa. Je pense que c'est des situations qu'il faut regretter et demander aux acteurs politiques de se ressaisir. Alors qu'il n'est pas encore trop tard pour se ressaisir. Nous n'avons pas besoin de cette violence. Le Sénégal a été un pays de paix, de démocratie. Il faudrait que les acteurs politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, se ressaisissent. Il faut également que, je crois, que les forces de l'ordre qui ont cette responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens comprennent également que les manifestations, si c'est des manifestations pacifiques qui sont demandées, que les autorités puissent les encadrer. Il est inadmissible aujourd'hui au Sénégal que ces genres d'images puissent être, n'est-ce pas, diffusées. Voilà un peu le premier constat. Je pense qu'il est bon que chaque citoyen sénégalais puisse d'une manière à haute voix s'exprimer et dire à ces politiciens de s'arrêter. Oui. Trop c'est trop. On n'a pas besoin donc d'aller dans des dérives qui vont coûter en fait, qui auront des coûts inestimable pour notre pays. Le Sénégal ne mérite pas ça. D'autant plus que dans la situation tout le monde perd, vous l'avez dit, surtout les travailleurs, parce qu'on voit que ces derniers temps en centre-ville, en tout cas les travailleurs n'arrivent plus à mener leurs activités, surtout de l'informel comme ils l'entendent. Non, vous parlez du secteur de l'informel, c'est l'économie sénégalaise en fait, qui va perdre. Oui. C'est les Sénégalais qui vont perdre. Moi hier, ça fait 2 jours, je suis avec des personnes, je viens de Saint-Louis, j'étais là-bas avant-hier, j'ai passé la nuit, je suis revenu hier soir, mais j'étais avec des personnes qui recevaient régulièrement des messages de l'extérieur, n'est-ce pas, des organisations internationales pour dire attention, le Sénégal ceci, le Sénégal cela. C'est des situations qui ne vont pas servir le Sénégal. Et ceux qui aujourd'hui se réclament des partis politiques qui vont diriger ce pays, ils doivent prendre un pays et ces acteurs politiques doivent comprendre que le Sénégal que nous devons bâtir ensemble doit continuer dans sa stabilité. Et la stabilité permet simplement de donner à chaque citoyen, à chaque citoyenne la possibilité de travailler librement, de gagner sa dignité, de préserver sa dignité par son travail. Or, dans ces moments de trouble, si vous n'avez pas la quiétude, si vous n'avez pas la sécurité, si vous n'avez pas la sécurité, mais vous n'avez pas le cœur au travail. Donc, que ce soit au niveau du secteur structurel comme au niveau du secteur informel, vous voyez ce qui se passe dans les marchés, les gens ne vendent plus parce qu'ils ne verront pas de clients. Parce que vous n'allez pas vous promener dans des zones où il y a un risque.
Là où il y a le risque, vous ne verrez pas de Sénégalais, vous ne verrez pas de clients. Donc au-delà de tout cela, ce que nous voulons vous dire, c'est que la productivité est en train de va baisser, la compétitivité du Sénégal également va baisser, mais en même temps, les travailleurs eux-mêmes vont avoir le pouvoir d'achat encore beaucoup plus bas. Et l'emploi est menacé. C'est ça. Je relève deux éléments d'appréciation. D'abord, il y a cette loi électorale qui permet, c'est vrai, à tout un candidat de mener sa campagne sur l'étendue du territoire national. Mais il y a cet autre aspect qui est également avancé. C'est qu'on a aujourd'hui deux groupes pratiquement de candidats. L'un mène sa campagne à l'intérieur du pays et l'autre, regroupé au sein du M23, veut manifester dans des points ou des places stratégiques. Parmi ces places, la place de l'indépendance. Alors, sur la base de tout cela, où est-ce qu'on peut situer les responsabilités? Moi, je pense que, en fait, quand vous discutez et qu'on vous dit nous voulons manifester pacifiquement, vous mettez ceux qui le demandent devant leurs responsabilités. On vous dit attention, nous allons vous encadrer, vous allez manifester pacifiquement, mais vous serez responsable de tout ce qui pourrait donc arriver. Et je pense que ça s'est toujours passé comme ça. Les gens au Sénégal, dès l'instant que le droit de manifester leur est reconnu et consacré par la Constitution, je ne connais pas très bien les trains, les aboutissants, ni les motivations des uns et des autres. Je ne rentre pas dans ces dynamiques, mais je pense simplement qu'il faudrait poser le pour et le contre, mettre chacun devant ses responsabilités. Et je pense qu'en faisant un encadrement de ces manifestations-là, d'autant plus que quand vous les rencontrez, ils vous disent « nous sommes contre la violence », de tout bord, hein, vous les rencontrez, nous les avons rencontrés, nous discutons avec eux pour essayer de voir ce qui se passe, ce qu'il faudrait faire pour ne pas atteindre cette ligne rouge. Est-ce que vous voyez? Écoutez, nos manifestations, c'est des manifestations pacifiques. Voilà ce que nous demandons. Vous mettez tout le monde devant ses responsabilités. Mais le fait de... Il y a des images insoutenables que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous voyez à la télévision. Je pense également à ce niveau, de part et d'autre, aussi bien l'État, les forces de l'ordre que les politiques, vraiment ils ont intérêt à mettre le Sénégal au-dessus de tout, n'est-ce pas, et à sauvegarder notre pays de cette dérive. Voilà. Les appels au calme se multiplient, appellent même au dialogue pour que les élections se déroulent dans la sérénité. L'apaisement, selon vous, passe par quoi? Par le dialogue. Est-ce que vous savez, Omar, nous n'avons pas attendu maintenant pour en parler. Ça fait des années. Depuis 2007, nous avons rencontré les deux groupes. Il n'y avait pas de M23. C'est la CAP 21 et le Bénin. Nous avons rencontré pour leur dire qu'il faut un dialogue politique. Dans un pays, il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue politique. Quand il y a absence de dialogue politique, chacun se tait dans son coin et les conséquences sont imprévisibles. Le dialogue politique est nécessaire. Aujourd'hui et demain, il faut que les politiciens, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition, comprennent qu'ils doivent se parler. Vous pouvez avoir des orientations différentes, des positions différentes, mais cela n'exclut pas le dialogue. Ce qui va se passer, ils finiront par la table de discussion. Aujourd'hui ou demain. On n'a qu'à commencer par là. Pourquoi attendre? Voilà des questions de fond. Il faut qu'ils se ressaisissent. Les deux parties, l'opposition et le pouvoir, doivent se ressaisir. Vous savez, il y a une population importante de citoyens sénégalais qui sont là, à côté, qui ne disent rien, mais qui observent. Ils sont majoritaires. Ils sont largement majoritaires. On le relève souvent, les politiques sont une infime minorité de la population. Il faudrait faire attention. Il faut tenir, ils observent, ils regardent, ils écoutent. Mais c'est des citoyens conscients de leurs responsabilités. Il y a voilà des questions de fond. Je pense que jusqu'à présent, il ne faut pas désespérer, parce que nous sommes en politique, nous sommes dans ce virage, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes à un virage qu'il faut négocier sans déraper. Le dérapage sera fatal pour notre pays. Donc je pense qu'il est bon que chacun prenne conscience de cela, que tout le monde s'y mette, pour que le dialogue s'instaure. Et
que nous puissions sauver le Sénégal. Et il y a une certaine opinion qui pense que la solution passe par le report de cette élection présidentielle à venir. Est-ce que vous le pensez? Vous êtes de cet avis? Moi, je ne suis pas politicien. Je suis syndicaliste. Oui. Je suis de Combord, je dis du tout haut. Mais en tant que responsable, dirigeant une organisation syndicale de masse, intéressé par l'avenir du pays, je dis qu'il faut dialoguer. Ceux qui vont dialoguer vont discuter de quoi? De ce qu'ils vont dialoguer. D'arrêter un code de conduite pour aller à des élections démocratiques, libres et transparentes et apaisées. Voilà ce que nous voulons. Et c'est possible. Oui. Tous ceux qui parlent autour, ils savent, hein, parce qu'ils sont tous expérimentés. Maintenant, on est dans un environnement tel que chacun met en place une stratégie, mais nous, ce que nous disons, c'est de mettre le Sénégal au-dessus. D'accord. Avant cette situation, quand même, on l'a vu, la tension a existé. Hein. Il y a une période pré-campagne, préélectorale qui a été très tendue. Vous aviez certainement les moyens de mettre la pression sur les politiques. Il y a une semaine, j'ai demandé au patronat qui dit avoir atteint ses limites dans cette démarche-là. Mais on verrait bien, par exemple, le mouvement syndical sénégalais aller en grève générale, pourquoi pas, pour pousser les acteurs politiques à mettre en avant cette stabilité du pays, non? Moi, je vous dirais ceci. Notre organisation s'est prononcée très clairement. Parce que moi, je prends un mandat. Oui. Et le mandat, c'est de dire de rester à équidistance des partis politiques. Parce que dans nos organisations, vous avez des citoyens sénégalais qui sont libres d'appartenir à tous les partis. Oui. Nous n'avons pas le droit de dire nous prenons parti pour tel ou tel autre parti. Mais nous sommes des acteurs. Cela ne signifie pas que la politique ne nous intéresse pas. De ce point de vue, donc, aujourd'hui, si vous dites que nous allons déclencher alors que les gens sont en pleine campagne électorale, ça peut être interprété comme ça peut créer des dissensions au sein des organisations. Mais nous avons pris des initiatives. 4 centrales syndicales sont réunies chez nous pour sortir une déclaration. On n'en était pas encore à ce niveau, pour appeler les acteurs à comprendre que nous n'avons pas besoin de ces violences. Nous avons condamné les violences d'où qu'elles viennent. Nous avons demandé à l'État du Sénégal de situer les responsabilités de ceux qui, en fait, sont à l'origine de ces violences-là, ou qui ont des comportements que nous n'arrivons pas du tout à situer. Nous avons demandé à ce que les acteurs discutent, dialoguent. Voilà les déclarations de principe. Mais nous sommes revenus sur nos préoccupations. C'est des acteurs politiques. Nous sommes des travailleurs. Oui. Nous sommes confrontés à une situation sociale difficile. Vous le dites. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La vie est trop chère. La fiscalité est très forte. Le loyer est inquiétant. Le pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus. Les gens l'enseignement est en crise. Autant de questions. Comment faire pour sauver l'école? Voilà des questions de fond sur lesquelles chaque jour nous nous battons et nous donnons notre point de vue. Que le régime actuel reste, qu'il change, c'est des questions sur lesquelles nous resterons. Parce que notre vocation en tant que syndicat, c'est de revendiquer. D'accord. Et nous pensons en fait que si demain, malgré nos appels, les acteurs politiques ne nous entendent pas, nous allons poursuivre donc ce travail et voir quelle forme d'action nous pouvons. Vous parlez de grève, il y a d'autres formes. Oui, mais ce serait un acte citoyen de haute portée, cette grève dont je parlais. Et ça n'engage que moi. Vous allez faire la grève. Non, je veux dire, pas maintenant. Ouais. Je veux dire, on sait, hein, on a vu comment les populations ont ressenti le mouvement qui a été décrété contre la hausse des prix des hydrocarbures. Je veux dire, moi... Le mouvement syndical sénégalais est assez fort pour mettre la pression sur les politiques. Oui, mais c'est sur des actes, c'est sur des revendications, pas sur des questions politiques. Le plus souvent, l'exemple qu'on donne, c'est que les gens partent, les politiques se greffent sur des questions économiques pour poser des revendications. Mais la stabilité du pays n'est pas une question politique. Aujourd'hui ne permet pas aux syndicats de dire, dans la situation actuelle où nous nous trouvons, de dire que nous allons déclencher une grève générale. C'est pas possible. Vous le faites. Pas maintenant, mais vous avez la possibilité de le faire avant. Nous, ce que nous disons,
c'est que vous êtes dans une organisation syndicale où effectivement notre vocation c'est de revendiquer. La situation sociale, on vient de la décrire, c'est des difficultés. Mais vous êtes aussi dans un environnement. Oui. Vous êtes responsable syndical, vous prenez un mandat. Nous n'agissons pas comme les politiciens. Notre mandat, nous le tirons de ce qu'ils nous ont fait, de nos affiliés. Quand une question est posée, le débat il est démocratique et les gens disent voilà la direction que vous devez prendre. Vous vous conformez à cette direction. Demain, si on nous dit à Mody Guiro, par rapport à telle ou telle situation, décide de déclencher une grève générale, je le ferai. Mais ce mandat ne peut pas m'être donné par des politiciens. Ni du pouvoir, ni de l'opposition, mais par ceux qui m'ont élu de ma centrale syndicale. Et puisque nous sommes dans une organisation démocratique, nous posons le débat. Dans l'environnement actuel, la question pour déclencher une grève générale ne se pose pas. Bien sûr. Maintenant, ce que nous disons, et ça c'est le dit en tant que Mody Guiro, il faut qu'on apprenne à dire aux acteurs politiques qui font régulièrement des promesses que nous leur donnons 100 jours après les élections. 100 jours après, il faut que les acteurs sociaux, les syndicats, puissent également assumer leurs responsabilités, de se mettre ensemble, de refuser la division, de lutter ensemble pour que les prix baissent, pour que la fiscalité soit supportable par les Sénégalais, pour que le loyer atteigne des niveaux de régulation acceptables, supportables, parce que nous avons des salaires qui doivent cadrer avec, n'est-ce pas? Ça c'est la question des urgences, on y revient. Je veux revenir avec vous sur la rupture du dialogue politique au Sénégal, du dialogue de façon générale, parce qu'on a vu même à votre niveau social, il y a ce comité national du dialogue social, des mécanismes donc existent à votre niveau. Pourquoi au plan politique, comment vous comprenez que ce dialogue-là ne puisse pas aboutir? Comment vous expliquez cette rupture permanente du dialogue? Mais pour dialoguer, il faut être deux. Oui. Il n'y a pas de sincérité. Il faut être deux pour dialoguer, n'est-ce pas? Mais je vous le dis, quel que soit Alpha, les gens finiront autour de la table de négociation. Ça, qu'ils le fassent maintenant ou demain, ils le feront. Mais je pense aussi que si vous nous posez la question d'une implication directe par rapport à une situation, nous ne disons pas que nous croisons les bras. Oui. Nous sommes dans des cadres de facilitation que nous partageons avec d'autres citoyens sénégalais. Nous rencontrons, sans le dire, parce que vous n'avez pas besoin de vous montrer, de vous faire entendre, de quand vous voulez faire de bonnes choses, quand vous travaillez pour votre pays. Et ça, nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à le faire. Nous n'avons pas encore trouvé la solution, nous ne désespérons pas. Mais ce que nous disons... Vous êtes en train donc actuellement de jouer votre partition dans cette situation. Absolument, et ça ne date pas de maintenant. Nous le faisons, nous rencontrons aussi bien des gens du FAL que des gens du M23, que d'autres candidats, avec d'autres segments de la société civile. Et de part et d'autre, chacun veut la paix. Et pour arriver à cette paix, il faut pour nous qu'il y ait un dialogue. Et ce dialogue, pour l'avoir, il faut être deux. Il faut que les deux parties acceptent, arrivent à s'entendre sur cela. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une autre casquette au niveau international. Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui. Parce que nous faisons en Guinée, pour la Côte d'Ivoire, pour la Tunisie, je ne peux pas ne pas le faire pour mon pays. Nous avons saisi très tôt l'Union africaine et la CEDEAO. Pour lui dire, n'attendez pas que les pays soient dans des situations difficiles pour venir dire que nous sommes là pour régler les problèmes. Agissez en amont. Agissez d'abord, aller voir les gens pour leur demander de s'asseoir, de discuter. Ça, nous l'avons fait. On n'a pas besoin, quand nous sommes dans ce genre de situation, de dire tout haut que voilà ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Pour revenir à la campagne, l'autre aspect de la tension, hein, et il faut le dire aussi, et dans le front social, puisque on note beaucoup de grèves dans plusieurs secteurs. C'est tout à fait l'exemple de l'éducation. Les écoles et les universités aujourd'hui sont menacées d'année blanche parce que les professeurs sont en grève. Est-ce que quelque part aussi, vous autres syndicats, vous n'avez pas une responsabilité dans cette situation? Non, écoutez. Vous savez, dans les organisations, vous avez l'autonomie. N'est-ce pas? Les organisations syndicales sont autonomes. Ils discutent avec les autorités de la République, leur ministère, sans la présence
des responsables syndicaux. Quand ils discutent entre eux, nous nous apprenons quelquefois à travers les médias. Nous sommes informés bien sûr des revendications, des rencontres, mais nous ne sommes pas présents. Quand l'État prend des engagements, il faut que l'État soit sûr de pouvoir les respecter. Si l'État n'est pas en mesure de respecter ses engagements, l'État ne va pas signer. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à ce que les partis comprennent qu'une négociation, c'est une négociation. Les accords, quand ces accords sont signés de part et d'autre, on doit se conformer à cet accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. De ce point de vue, les demandes doivent être acceptées, soutenables. Si vous demandez aujourd'hui des demandes, si vous posez sur une entreprise, parce que nous sommes des négociateurs, oui. La négociation, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est un art. Mais quand vous allez négocier, et autour de la négociation, les partis essaient de trouver des solutions pour s'en sortir, et qu'on signe sur le papier des accords insoutenables, mais vous différez les difficultés. Il faut donc arriver à ce que, dans les accords, c'est que les demandes soient formulées de telle sorte qu'on tienne compte de la réalité de l'entreprise. Vous dites à la RTS aujourd'hui, augmenter les salaires de 60%, il faut voir si la RTS peut soutenir cette demande ou non. Oui. Si votre directeur vous donne satisfaction sur le papier alors qu'il est sûr de ne pas pouvoir le faire, mais il ne fait que différer voilà le cycle dans lequel nous sommes. Et nous n'avons pas attendu aujourd'hui, parce que nous faisons tout le temps des propositions sans bruit. Non, sans bruit. Nous le faisons, nous continuerons dans cette lancée pour dire aux acteurs, aussi bien à l'État. Voilà, et l'État est responsable, hein, parce que la demande au niveau de l'éducation, c'est l'État qui est responsable du système éducatif. Les demandes sont là, les revendications sont là. Aujourd'hui, il y a une tension, c'est vrai, au niveau de l'éducation, parce que c'est des revendications sociales, c'est des demandes qui sont là, parce que nous sommes dans un environnement politique. C'est des élections. Où la culture, beaucoup estime aujourd'hui que quand vous êtes dans une période électorale, il faut mettre sur la table des demandes sociales, parce que c'est la période défavorable. Mais quelquefois, on peut se tromper, parce qu'on ne sait pas si dans les coffres de terrain, il y a un franc. Donc, il faut faire attention. Donc nous pensons simplement qu'il faut que dans le discours et dans les négociations, que ce soit des négociations citoyennes, que chacun comprenne ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut sauver, parce que ces enfants-là, c'est nos enfants. Nous avons tous intérêt, État et professeurs, syndicats, à sauver l'école. Et de ce point de vue, je pense qu'au sortir de ces situations, il faut faire en sorte, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Je pose la question, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce cycle infernal ne soit banni? Parce que depuis des années, nous sommes dans un cycle de revendications interminable, en tout cas dans le système éducatif. Or, nous devons pouvoir bâtir une école solide, parce qu'on a quand même les compétences, on a toutes les qualités, on a tous les atouts, mais nous n'arrivons pas à avoir un environnement... S'il en est ainsi, c'est parce que peut-être la responsabilité, vous l'avez dit dans votre discours, est engagée à tous les niveaux, niveau État comme niveau syndicat. Ouais. Mais je pense que la responsabilité de l'État, quand même, elle est là. Parce que souvent, les revendications, c'est respect des accords. Donc, quand vous signez des accords, vous devez les respecter. Si vous ne pouvez pas, ne signez pas. Très bien. Il y a quand même un autre facteur assez décisif qui permet un peu de comprendre votre démarche, c'est la politisation à outrance du mouvement syndical. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de syndicalistes sont en campagne dans cette élection présidentielle. Et ça implique forcément la responsabilité non pas de l'État cette fois, mais des syndicats. Non, écoutez, je pense que les syndicalistes citoyens sont libres d'appartenir et de faire campagne pour qui ils veulent. Mais cette liberté ne leur donne pas le... Attendez, oui, allez-y. Tout en faisant campagne, en tout cas moi j'ai des camarades qui font campagne, ils sont dans les syndicats, dans tous les partis politiques, mais ils ne peuvent pas engager la synthèse. Parce qu'ils n'ont pas ce mandat. Ils parleront pour eux-mêmes, ils feront campagne pour eux-mêmes. Moi, j'ai encore la légitimité, le mandat qu'on m'a donné par les instances de faire en sorte que la CNT soit une organisation libre, démocratique, indépendante et autonome. Et par rapport à ces élections, nous n'avons pas de position.
Oui. Maintenant, ces camarades peuvent aller où ils veulent. Si on décide parle... Oui, mais pas au point d'engager quand même ou de mettre en péril la liberté ou bien le système scolaire. Vous parlez de qui? Vous parlez des syndicats en général? De façon générale. Oui, moi, je vous réponds de façon générale. Oui. Je vous réponds de façon générale. Oui. Ceux qui vont en campagne, en tout cas pour ceux qui nous concernent, je ne peux pas parler pour les autres centrales syndicales. Je parle pour moi-même, pour mon organisation. Et je dis que dans cette cas, puisque nous avons une expérience, vous connaissez dans quelles conditions j'ai pris la synthèse. Et nous savons ce que les politiques ont joué dans la fragmentation du mouvement syndical. Nous avons tiré les leçons. En tout cas, ce mandat-là, qui m'est confié, je vais l'assumer comme tel. Et je rendrai compte à mon organisation, quel que soit le prix. Ça, je suis clair, on est clair. Il y a maintenant la position des Sénégalais qui sont dans les organisations syndicales, qui sont politiques, qui sont dans des... Ça, nous le savons. Nous le savons. Ça va avec la société. Mais quand vous n'avez pas ce mandat-là, vous en tirerez les conséquences. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ce droit-là d'appliquer ou de mettre en œuvre un mot d'ordre politique. Je ne parle pas pour ces gens-là. Si leur organisation leur donne un mot d'ordre politique, ils sont libres. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, je parle pour mon organisation. La CNTS, quand elle était affiliée au Parti Socialiste, était engagée dans des campagnes politiques. Ce n'est plus le cas. Dès l'instant que je n'ai plus le cas, je n'ai plus le droit, ce n'est plus le cas, j'ai un mandat, j'assume ce mandat. Ça, c'est cette fameuse participation responsable qui n'existe plus chez nous. Et d'une manière très claire et nette. Et nous mettons tous les camarades à l'aise. Vous savez, des gens nous viennent de partout pour nous dire, écoutez, nous, non, je n'ai pas ce mandat. Et les politiques, quand ils viennent nous parler, je demande qu'ils viennent se déplacer. Je ne fais pas le déplacement. Parce que j'ai une organisation syndicale représentative. En adoptant cette démarche, vous voulez dire quoi en direction des politiques? Que ce temps-là est révolu, où des syndicats sont arrimés un peu par les partis politiques? Je le crois. Je pense que vous Modiguero peut avoir sa sensibilité. Il peut être plus proche d'une idéologie ou d'une autre. Mais il ne peut plus embrigader les travailleurs parce qu'étant dans tel ou tel. La manipulation ne payera plus. Je pense que nous devons nous-mêmes assumer cette responsabilité avec courage. Faire en sorte que, puisque nous disons que les syndicats sont des écoles de démocratie, et c'est le cas, je pense que nous puissions au moins l'exercer correctement. C'est cette démarche certainement qui vous a permis de rester la centrale la plus représentative du pays. Vous avez tiré les leçons et je pense que on peut le penser comme ça. Vous savez, étant donné que nous sommes encore la centrale la plus représentative du pays, c'est parce que d'abord nous l'avons toujours dit. Nous avons travaillé dur, nous avons eu le courage de nos opinions, nous n'avons pas triché. Nous n'avons pas fait de preuve de démagogie. Et les travailleurs également savent distinguer le vrai du faux. Voilà la raison. On a parlé quand même tout à l'heure de tensions sur la scène politique, mais si on interroge l'histoire, quand même, on se souvient de la tension aussi chez vous, dans le mouvement syndical. Le mouvement syndical est fait de tensions. Oui. Mais la particularité du mouvement syndical, c'est qu'aussitôt après les tensions, ils peuvent se parler. Parce que nous avons une culture démocratique. Nous pouvons dépasser les divergences. Parce que nous savons et nous sommes conscients que notre force réside dans notre unité. En tant que syndicat, malgré les difficultés, moi aujourd'hui je parle avec Cheikh Diop, avec tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que je devrais prendre des bidons d'essence pour aller me venger. Non, c'est fini. Nous avons tourné la page noire parce que notre intérêt, nous, en tant que travailleurs sénégalais, c'est d'être unis. Parce que c'est dans notre unité que réside notre force. Et ça, quelquefois, c'est ça, contre même certains camarades. Mais quand vous assumez une responsabilité, vous l'assumez totalement. Et vous mettez en avant l'intérêt des travailleurs. Ces travailleurs-là, dans les entreprises, ils font l'unité syndicale. Même si au niveau du sommet, les leaders syndicaux, eux, sont en train de
de ce chemin. Mais parce que les travailleurs, à la base, se rendent compte qu'ils ont besoin d'être unis pour défendre leur tiers. Ça c'est un plus que vous avez sur les politiques. Je crois. Et je pense que les politiques doivent apprendre auprès des syndicats à s'asseoir, à dialoguer. On peut avoir des divergences, on se bagarre, mais quand on nous convoque, on est tous là. D'accord. Et on s'écoute, on se respecte. On parlait tout à l'heure des urgences. Il y a la demande sociale qui est là. Il y a l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Des questions sur lesquelles vous aimeriez entendre aujourd'hui les candidats, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas le temps de discuter programme, on le dit souvent. Mais les programmes, on ne discute pas. Je pensais que nous les écoutons. Parler, même s'ils en parlent, c'est dans des généralités. Mais comment le faire? On peut dire demain nous allons donner des emplois à tout le monde. Nous allons faire ceci. On les écoute, quelquefois ça fait rire. Mais en tout cas, nous disons simplement qu'ils sont en campagne. C'est des politiciens qui sont en campagne. Ce ne sont que des promesses. Nous, ce que nous voulons, c'est écouter bien sûr les programmes, poser des questions, parce que nous sommes des responsables. Vous vous dites ceci, une chose, on peut vous dire comment vous allez faire. Oui. Vous arriverez à nous convaincre ou à ne pas nous convaincre, mais je pense que la campagne, c'est la campagne, et les acteurs, quelquefois, n'ont pas le temps, bien sûr, de décliner tout ce qu'ils vont faire. En tout cas, nous, ce que nous allons proposer aux syndicats, quel que soit le président qui va venir, donnez-nous 100 jours. De 100 jours, nous avons régler le problème. Oui. C'est vous qui parlez de grève générale. Cette grève générale, je la donne. Si les gens sont d'accord, je dis bien, nous donnons 100 jours au futur président pour donner des réponses à ce genre de questions. C'est pas trop juste 100 jours? Non, c'est bon. Pour un gouvernement. Non. Je pense que quand même, chaque fois que je dis que nous avons les formules, nous avons les politiciens, ils vous disent qu'on a la solution. Mais sortez la solution. Vous les attendez au tournant? Ah oui. Ça, je vais le dire dans mon organisation, je le dis ici, qu'il me suit, qu'il ne me suit pas, c'est ma conviction. Il faut en finir quoi? Il faut que ces problèmes soient résolus. D'accord. Nous avons des réponses en ce qui concerne la fiscalité, des réponses écrites, mais que nous allons partager avec les autres. Vous savez, ils sont en campagne, mais les travailleurs, certains sont licenciés tous les jours dans les entreprises. Oui. Certains n'arrivent pas à avoir le salaire. Est-ce que vous comprenez? D'autres sont licenciés. Il y a des restructurations, des fermetures. Nous sommes tout le temps en train de régler ces questions malgré l'existence de la campagne. À l'aéroport des travailleurs, des délégués sont licenciés. Parce que simplement, les syndicats ne doivent pas revendiquer. Mais nous sommes obligés de revendiquer. Nous sommes obligés de nous battre pour améliorer le sort des travailleurs. Il y a des syndicats qui se battent tout le temps. Parce que nous sommes en fin d'année, on est en campagne. Mais c'est une année nouvelle. C'est le moment de négocier pour des augmentations de salaire, pour améliorer la situation des travailleurs. Mais est-ce que parce qu'il y a campagne, ces gens-là vont se taire? Non. Donc cette lutte se poursuit. Ne voyez pas seulement la lutte syndicale au niveau national. Parce que le bilan des organisations syndicales, je l'ai toujours dit, c'est la sommation de tous les acquis des organisations affiliées. Les gens se battent. Ce n'est pas parce qu'il y a une campagne qui s'arrête, non, parce que le Sénégal continue, malgré les difficultés, bien sûr, qui sont ressenties par les entreprises, je l'ai répété tout à l'heure, mais le Sénégal va exister au-delà du 26 février. Bien sûr. Mais on peut quand même s'interroger, quand on sait que chaque année, lors de la fête internationale du travail, il y a des cahiers de doléances qui sont remis à l'autorité politique. Si donc ces revendications persistent, on peut se poser la question de l'utilité même de ces cahiers-là que vous remettez à l'État. Je suis d'accord. Oui. Mais il faut accepter qu'il y a quand même des pas qui se font. C'était des pléthores de revendications. Depuis quelques années, nous-mêmes nous avons proposé, et ça a été accepté par des camarades, par les juges centrales, des plateformes minimales, 5 points. Ce qui a valu donc la retraite à 60 ans, les augmentations de salaire, la fiscalité. On nous a donné 6 ou 10 milliards, nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Notre demande, c'est de tourner aux environs de 25 milliards ou 35 milliards. Parce que nous étions conscients du jeu, c'est que cela était possible. 35 milliards pour l'ensemble des Sénégalais, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public, parce que parallèlement, nous nous sommes rendus compte dans
l'analyse, n'est-ce pas, des charges fiscales, qu'il y avait une partie importante, n'est-ce pas, qui échappait à l'État sous forme d'exonération fiscale, accordée à des citoyens sénégalais, bien sûr, à des Sénégalais, mais qui n'apportaient rien à l'économie du pays. 300 milliards, vous ne pouvez pas soutirer 35 milliards pour l'ensemble, vous et moi et les autres, les gorgolos, pour baisser la fiscalité et même pas mettre une partie au niveau comment dirais-je, au niveau des prix. Cela est possible. Et je pense que la réponse, nous n'avons pas attendu. Nous avons poursuivi cette lutte. Parce que quand nous l'avons posée, c'était en 2007-2008. Nous étions tous ensemble. C'est peut-être la difficulté des syndicats. Nous avons dit qu'il fallait aller en grève générale, mais en cours de route, beaucoup nous ont lâchés. Et nous avons poursuivi notre chemin. Cette revendication, nous ne l'avons jamais lâchée. Parce qu'il y va de la préservation des droits des travailleurs, mais également de l'amélioration du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous avons une réponse. Le président a donné son OK en présentant toutes les centrales syndicales. Nous sommes quittés, encore une fois, dispersés à cause des élections de représentativité. Où notre position, c'était de dire, mettons-nous ensemble pour régler ces questions, ces doléances que nous partageons. Ensuite, allons aux élections de représentativité. Certains ont pensé qu'on ne voulait pas y aller parce qu'on avait peur. Or, nous défendions un principe. Parce que d'accord. Nous avons dit, allons-y, battons-nous pour régler ces questions. Ensuite, dès le lendemain, on peut aller aux élections. Non, 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 ce n'est pas incompatible. J'ai dit, attention, si c'est ça, moi je vais battre campagne. Oui. Parce que les 16 élections, je n'ai pas la même organisation que les autres. Vous avez battu campagne, vous avez gagné. Maintenant, la réponse à cette hausse du coût de la vie, parce que quand même, je peux me permettre de dire que c'est le pétrole aussi, le gazoil, l'essence, mais tout est cher. Je peux me permettre de dire que c'est la question la plus urgente pour les populations sénégalaises. Alors, cette réponse-là, c'est quoi? Si vous dites que vous l'avez, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour le gouvernement du Sénégal de le faire, de baisser le coût de la vie? Si ce n'était pas je ne l'ai pas demandé. Honnêtement, moi je suis comme ça. En tant que responsable, si nous poussons à la roue, c'est parce que nous savons que c'est possible. Et nous avons démontré que c'est possible. Et le chef de l'État a reconnu que c'était possible. Oui. Et le ministère des Finances a reconnu également que c'était possible. La DGID a reconnu que c'était possible. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est la mise en place et avoir les conditions de l'exécution de la mesure. Et ça, je pense que c'est de se battre, d'être là-dedans et de pouvoir faire en sorte que les choses soient appliquées. Maintenant, ils ont un agenda que nous ne sommes pas tenus d'accepter. Mais pour ce faire, nous devons nous concerter en tant que travailleurs, en tant que syndicat, renforcer donc notre unité, nous battre ensemble pour que les mesures soient effectives. D'accord. Alors, qu'est-ce que, au final, vous, mouvement syndical, vous attendez du prochain président de la République? Que d'abord, que les prix baissent. Que les gens vivent mieux. Donc, c'est la fiscalité soit baissée. Que l'emploi soit au cœur de la politique. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous mettons en place des politiques de lutte contre la pauvreté si vous ne mettez pas en place des politiques capables d'impulser l'emploi. Il faut stimuler l'emploi. Il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs façons de le faire. Des pays le font, les Américains le font, les Français le font. On ne peut pas ne pas le faire ici. Il y a beaucoup de schémas. Il faut que ceux qui viennent écoutent encore plus les acteurs. Quand je parle des acteurs, on parle des syndicats. Je ne dis pas là, c'est tous les syndicats les plus représentatifs. Il faut qu'on les écoute. Parce que aussi, ils peuvent apporter des contributions au développement et à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et des Sénégalaises. Il faut écouter le patronat. Il faut soutenir donc ceux qui produisent la richesse. Il faut soutenir l'agriculture. On parle d'emploi, mais nous avons énormément de potentialités. Je pense que cela, nous le disons et nous pensons que ce futur président doit s'ouvrir. On parle de démocratie politique, mais on ne parle pas de démocratie économique. Je l'ai défendu quelque part. La démocratie économique, elle est importante. Chaque citoyen a le droit de vivre, de manger, de s'habiller, de s'éclairer,
d'aller à l'école pour ses enfants. On oublie quand on est élu, oui. On est élu par une majorité, mais il y a la minorité également fait partie du pays. On oublie il faut refuser la chasse aux sorcières. Oui. Il faut s'ouvrir et mettre dans le bateau, dans la pirogue Sénégal, toutes les compétences, toutes les énergies, que tout ce qui peut servir leur pays soit mis en contribution. Qu'on ne dise pas, il n'est pas avec moi, il ne m'a pas voté avec moi, il faut bannir cela. Faire en sorte qu'après les élections, que tout le monde se mette ensemble. Et nous l'avions dit en 2008, la situation aujourd'hui nous permet de dire qu'après ces élections, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il faut unir tout le monde, prendre les compétences. Est-ce que vous comprenez? Je pense que le Sénégal a besoin de ça. Maintenant que ces gens définissent comment le Sénégal peut s'en sortir pour demain. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'on est en train d'oublier une chose assez importante, c'est cette situation alimentaire qui n'est pas du tout reluisante aujourd'hui dans nos pays. On l'a relevé tantôt, le programme alimentaire mondial. On va si on y prend garde, vers une catastrophe. Non seulement il faut la souveraineté alimentaire, non seulement il faut l'autosuffisance alimentaire, mais il faut la souveraineté alimentaire. Oui. Il faut que le pays soit libre de produire ce qu'on a envie de produire. Il faut produire ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Il faut également protéger notre consommation locale. Il faut que nous apprenions également à consommer local, ce que nous ne faisons pas souvent. N'est-ce pas? Nous préférons le riz importé que du riz de la vallée. C'est des questions de fond qui nécessitent que tout le monde prenne conscience de sa petite responsabilité. Nous pouvons faire de part et d'autre des économies d'échelle dans les quartiers, mais nous ne sommes pas là pour régler ces questions. N'est-ce pas? Nous donnons un point de vue, qu'il soit juste ou faux. En tout cas, nous disons ce que nous pensons, et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut fédérer, n'est-ce pas, toutes les synergies, toutes les bonnes volontés, toutes les compétences pour faire du Sénégal un pays émergent. D'accord. Merci beaucoup. Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi Point de vue. On se retrouve dans 2 semaines, puisque dimanche prochain, c'est un jour d'élection au Sénégal, élection présidentielle. Merci et bonne suite de programme sur la RTS.